Deuxième question, c'est le choix du journal. Donc, on va insister sur les trois parties de cette section. Le choix de journal, comment identifier une revue prédatrice et qu'est-ce que l'impact factor ou l'indice H. J'ai essayé dans cette partie de vous donner mon expérience personnelle. C'est une expérience personnelle. Ce qu'on appelle le processus Think, Check and Submit. La première partie, ou la première étape, le chercheur doit repérer les revues dès le processus de rédaction. En fait, on trouve souvent tendance à repousser l'étape de choix du journal à la fin. Faites attention, ne commettez pas cette erreur. Le choix de la revue doit être réalisé au début du projet de la rédaction. Pourquoi? Parce que ce choix, il va vous permettre d'affiner votre style de rédaction. Parce que vous allez consulter les instructions aux auteurs, vous allez connaître le style de la revue et vous allez essayer d'affiner votre article en fonction de ces exigences. Il faut prendre le temps de bien réaliser ce processus. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez le droit de soumettre votre article à un seul éditeur à la fois. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de soumettre votre article à deux revues en même temps. C'est une erreur fatale. Donc, il faut respecter l'éthique de la publication. Vous avez le droit de soumettre votre article à un seul éditeur, à une seule revue à la fois. Donc, il faut bien faire ce choix. Ce choix doit être fondé sur des critères. On va en parler par la suite. Avec plus de détails, quels sont les critères de choix de votre revue? Après le choix, c'est-à-dire après le repérage, il faut vérifier, surtout pour les chercheurs algériens et pour le doctorant, il faut vérifier est-ce que les revues cibles, les revues que vous avez choisies, ils sont acceptées par la DGRSDT, la Direction générale de la recherche scientifique et développement technologique. Il faut vérifier ce point. Troisième étape, il faut également vérifier si les revues choisies, les revues candidates, ne font pas partie de la liste noire des revues prédatrices. Et on va en parler avec plus de détails sur les revues prédatrices et les éditeurs prédateurs. On va commencer par la première étape. Comment repérer les revues cibles ou les revues candidates? Et quels sont les critères? Le chercheur doit vérifier d'abord la couverture disciplinaire de la revue. Bien sûr, en fonction de la thématique, en fonction du sujet de votre recherche, vous allez choisir la revue. Donc, ici, vous avez le choix. Soit c'est des revues de spécialité, par exemple des revues en biologie, des revues en biochimie, en microbiologie, en toxicologie, etc. Soit c'est des revues de micro-spécialité. C'est-à-dire, dans la même spécialité, vous avez des micro-spécialités. Par exemple, en biochimie clinique, vous avez tout ce qui est, par exemple, le bilan lipidique. On va parler de ce qui est des épidémies. D'accord. En toxicologie, vous avez, par exemple, tout ce qui est perturbateur endocrinien. Et si vous avez des revues spécialisées en micro-spécialité. Deuxième point à vérifier dans le choix de la revue, c'est le lectorat. Quel est le public cible de cette revue? Est-ce que c'est une revue généraliste ou une revue spécialiste? Est-ce que la revue est destinée pour les chercheurs, pour le monde scientifique, ou c'est une revue de vulgarisation scientifique? Elle est destinée pour des gens non spécialistes. Troisième point qu'il faut vérifier, c'est la notoriété de la revue. Quels sont les critères, quels sont les indicateurs de la notoriété de la revue? Bien sûr, le chercheur doit vérifier la composition de comités de lecture. Dans une revue, vous avez deux types de comités. Vous avez comité de lecture et comité éditorial. Donc, il faut vérifier la composition de ces deux comités. Vous avez un autre indicateur de la notoriété, c'est ce qu'on appelle l'impact factor, les facteurs d'impact. Et vous avez également le référentiel de classement. Il faut vérifier quel est le classement de cette revue dans ce domaine de recherche. Quatrième point, il est primordial pour le chercheur ou pour le doctorant de consulter les instructions aux auteurs avant de faire le choix. Et ça, c'est une étape souvent omise par les chercheurs algériens. Je vais essayer de vous donner un exemple. J'ai choisi ici l'exemple d'une revue
Dans le domaine de la biochimie, c'est la revue de Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Ici, sur la page d'accueil, comme vous voyez, quelles sont les informations que je peux tirer à partir de la page d'accueil de la revue. C'est la page d'accueil, c'est le site web de la revue. Vous avez ici l'impact factor. Donc, vous voyez que cette revue a un impact factor acceptable de 3,59. Un autre point très important, vous voyez ici que cette revue, elle est publiée, elle est éditée par une société savante. Quelle est cette société savante? C'est la Société européenne de biochimie clinique et de médecine de laboratoire. Et ça, c'est un indicateur de qualité. D'accord? Toujours sur la page d'accueil de la revue, je trouve également d'autres informations. Par exemple, ici, c'est la périodicité. Vous voyez la périodicité de publication. Cette revue, elle est publiée mensuellement. Et ça, c'est un point très important, surtout pour les doctorants. Vous êtes pressé de publier votre article, il ne faut pas soumettre à une revue, par exemple, annuelle, qui publie un seul numéro par an. Ici, vous avez une revue mensuelle. Donc, vos chances de publier votre article dans l'année 2020 sont importantes par rapport à une revue, par exemple, qui publie un numéro chaque 6 mois ou un numéro chaque année. Toujours sur la même page, vous trouvez ce qu'on appelle les topics. Les topics, c'est-à-dire c'est les sujets d'intérêt de cette revue. Cette revue s'intéresse à quelle thématique? Par exemple, dans cette revue, vous voyez quelles sont les thématiques. Vous avez Clinical Biochemistry, d'une façon générale, c'est la biochimie clinique. Vous avez Clinical Genomics and Molecular Biology. Vous avez également l'hématologie, Clinical Hématologie. Vous avez l'immunologie. Vous avez également d'autres spécialités, d'autres thématiques qui sont citées ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les topics. Donc il est essentiel, il est important que le chercheur vérifie quels sont les sujets, quels sont les topics acceptés par cette revue. Un autre point très important, toujours dans la page d'accueil, ce qu'on appelle article format. Quels sont les types d'articles acceptés par cette revue? Vous voyez ici que cette revue accepte le research article, c'est-à-dire l'article original. Elle accepte également des reviews, des mini-reviews, opinion papers, point and counterpoint articles, editorials. Donc, il est important de vérifier ça pour ne pas se mettre votre article à une revue qui n'accepte pas les articles originaux. Il y a des revues qui publient uniquement des reviews ou des mini-reviews. Donc, ce n'est pas la peine de perdre votre temps et soumettre votre article à une revue qui n'accepte pas les articles originaux. C'est très important de vérifier cette partie. La partie la plus importante, bien sûr, c'est ce qu'on appelle Information for Authors ou Instruction for Authors ou également Authors Guidelines. J'ai téléchargé le document Information for Authors et on va essayer de le consulter ensemble. Donc, vous voyez ici, this is the summary of Authors Guidelines. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce document? Vous avez ce qu'on appelle Scope and General Policies of the Journal. C'est ce qu'on appelle les thématiques. Donc, ce journal accepte quel type de thématique, il s'intéresse, quelle est la ligne éditoriale de cette revue. Deuxième partie, toujours dans l'instruction auteur, c'est ce qu'on appelle Ethical Conduct of Research, c'est tout ce qui est éthique, les aspects éthiques de la publication. Troisième élément, c'est Submission of Manuscript, c'est le processus de soumission. Quatrième élément, c'est la préparation de manuscript. Et bien sûr, la dernière, c'est ce qu'on appelle le post-acceptance, après l'acceptation de votre article. Je vais vous montrer un exemple. Ici, vous voyez, c'est un tableau. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, docteur Gouri. Très bien, très bien. Je continue. Donc, toujours juste, docteur Gouri. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Je demande à tout le monde de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Très bien. Je continue? Oui, allez-y, docteur. Très bien. Dans le même document, The Authors Guidelines ou Instruction for Authors,
vous avez ici une partie sur la préparation de votre manuscrit. Comme vous voyez, vous trouvez les différents types d'articles acceptés par cette revue. Vous avez les instructions. Par exemple, pour un article original, il faut que le nombre de mots, de word count, ne dépasse pas les 3500 mots. C'est très important. Donc, ce n'est pas la peine de rédiger un article de 6000 mots, d'accord, alors que vous n'avez pas consulté les instructions aux auteurs. Vous aurez ce qu'on appelle le desk reject. C'est quoi le desk reject? C'est-à-dire c'est un rejet sans révision. L'éditeur, il va rejeter directement, systématiquement votre article. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté les instructions aux auteurs. J'attire votre attention sur ce point. S'il vous plaît, il faut bien vérifier, consulter les instructions aux auteurs avant de commencer la rédaction. Et non pas à la fin, avant de commencer. Donc ici, c'est un exemple. Vous avez également d'autres types d'articles, de review article. Vous avez de word count, donc ne dépasse pas les 6000 mots. Vous avez également concernant l'abstract, par exemple pour un article original, dans cette revue, il exige de ne pas dépasser les 250 mots. Il faut mettre également a structured abstract, un abstract structuré. Et on va en parler, Inch'Allah, avec professeur Béchir. Vous avez également le nombre de keywords, nombre de mots-clés, c'est entre 3 et 6. Nombre de tableaux et de figures, donc ce n'est pas la peine de préparer 100 tableaux, vous avez uniquement 8 entre tableaux et figures. Et également le nombre de références, donc ce n'est pas la peine de gonfler votre bibliographie, vous avez le droit d'utiliser 50 références, et vous avez à la fin la structure de votre article. Donc votre article original doit obéir à cette structure. Introductions, materials, or subjects, subjects c'est vous avez l'outil clinique, and methods, results, and discussion. Vous voyez, c'est très important de consulter ce document. On continue toujours avec les critères de choix. D'autres critères. Vous avez un autre critère de choix, c'est les délais de publication. Ici, vous avez deux types de délais dans la publication. Vous avez le délai entre la soumission de votre article et la première décision prise par l'éditeur. Et généralement, ce délai peut aller de 4 semaines jusqu'à une année. Donc, vous voyez, vous allez attendre une année pour avoir une première décision. Bien sûr, c'est en fonction de la classe de la revue. Généralement, les revues internationales de renommée mettent plus de temps pour répondre ou pour donner une décision. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent beaucoup de demandes, beaucoup de soumissions. Deuxième délai, c'est le délai entre l'acceptation et la publication. Donc, je répète, pour les délais de publication, vous avez deux types de délais. Le premier délai qu'il faut vérifier, surtout pour un doctorant, c'est le délai entre la soumission et la première décision prise par l'éditeur. Et le deuxième délai, après l'acceptation, le journal va mettre combien de temps pour mettre en ligne ou pour publier votre article. C'est très important de vérifier ces deux points, ces deux délais. Un autre point très important, surtout pour les doctorants, c'est le taux d'acceptation, ce qu'on appelle acceptance rate. Donc, il faut vérifier toujours quel est le taux d'acceptation de cette revue. Bien sûr, ce taux d'acceptation diffère d'une revue à une autre. Généralement, les revues internationales de classe A, le taux d'acceptation ne dépasse pas les 15%. Et pour un doctorant qui est pressé de publier pour soutenir sa thèse, donc il faut choisir une revue avec un taux d'acceptation acceptable. Et bien sûr, avec d'autres critères. On ne va pas se baser uniquement sur le taux d'acceptation. On doit prendre en considération les autres critères. Un autre critère, c'est le processus de révision. Est-ce que la revue a un processus de révision clair? Et également, quelle est la vitesse? Quelle est la rapidité de ce processus? Généralement, le processus de révision ne dépasse pas les 4 semaines. C'est-à-dire l'éditeur, il va envoyer votre manuscrit à deux experts, à deux lecteurs, deux reviewers. Et ces deux lecteurs ils vont ou doivent répondre dans un délai de 4 semaines. Mais parfois, on dépasse ce délai. Pourquoi? Parce qu'il y a des reviewers qui vont désister ou ils ne vont pas répondre dans le délai. Un autre point très important à vérifier avant le choix de journal, c'est le mode de diffusion. Quel est le mode de diffusion de cette revue? Est-ce qu'elle publie uniquement une version papier ou elle a également une version électronique ou les deux? Alors, c'est la visibilité de cette revue dans les bases de données, ce qu'on appelle l'indexation. Cette revue, elle est indexée dans quelle base de données? Est-ce qu'elle est indexée sur PubMed? Est-ce qu'elle est indexée sur Scopus? Ou elle est indexée sur le Web of Science, etc. Donc, il faut vérifier ce point.
point très important, c'est les frais de publication, surtout pour les gens qui préfèrent de publier dans les revues en open access. Les revues en open access, généralement, exigent des charges de publication qui doivent être payées par l'auteur et non pas par le lecteur. Donc, il faut vérifier ce point très important. Il faut choisir, bien sûr, en fonction de votre budget. Le dernier point qu'il faut vérifier, c'est le mode de publication. Donc, ici, vous avez le choix, soit entre le mode traditionnel, ce qu'on appelle le mode de silver, le mode argent. Ici, le mode traditionnel, c'est-à-dire c'est le lecteur payant. Ce n'est pas l'auteur qui va payer les charges, mais plutôt le lecteur qui va payer pour accéder à votre article. Donc, l'auteur ne paye pas, n'a pas de charge. Et vous avez le mode Gold, ce qu'on appelle le Open Access. Ici, c'est le contraire. Donc, votre article il est en accès libre pour tout le monde, mais vous devez payer les charges de publication. En fait, pour vérifier la notoriété de votre article, ou de votre revue, pardon, on peut se référer à ce qu'on appelle les classements internationaux. Un classement international pour révéler les facteurs d'impact. Ici, j'ai pris deux exemples. Un premier exemple, les ressources sont payantes. C'est l'exemple de celui de Thomson Reuters, le ex-Thomson Reuters, actuellement elle est appelée Clarivate Analytics. C'est des ressources payantes. Vous trouvez dans ce site, dans cette plateforme, la classification, le classement des différentes revues, indexées bien sûr surtout dans le Web of Science, de WOS, qui sont classées en fonction de leur notoriété et en fonction de ce qu'on appelle l'impact factor. Et on va parler, c'est quoi un impact factor? Deuxième exemple de classement international, c'est l'exemple de Simago. Le Simago GR, c'est des ressources gratuites. Donc, vous pouvez accéder gratuitement à ce site et consulter le classement de revues et leur notoriété. En fait, le Simago GR utilise le data source of Scopus. Donc, il fait partie de la base de données Scopus. Donc, Clarivate, c'est le Web of Science, WOS, et Simago, c'est le Scopus. Ici, je donne un exemple. J'ai pris une capture d'écran sur le GCR. C'est quoi, c'est le GCA? Le GCA, c'est le Journal Citation Report. Donc, c'est un rapport publié chaque année par Clarivate Analytics qui donne le classement des différentes revues indexées sur Web of Science, de WOS, qui sont classées en fonction de leur impact journal, qu'on appelle le impact factor. Donc, c'est quoi un impact factor? Tout simplement, un impact factor, c'est un outil d'évaluation ou de classification de revues scientifiques. Généralement, il est présenté dans ce qu'on appelle le GCA, le Journal Citation Report. Pour une revue, le facteur d'impact, ce qu'on appelle le facteur d'impact, ou impact factor, sur 2 ans. J'ai pris ici l'exemple. Par exemple, un journal qui a un impact factor 2, ça signifie quoi? Ça signifie que les articles publiés dans la dernière ou les 2 dernières années dans cette revue ont été cités au moins 2 fois. Ça, c'est la signification de l'impact factor. Comment il est calculé cet impact factor? Vous avez ici l'exemple de la revue Nature. L'impact factor de cette revue en 2020 était de 25,81. Comment a été calculé cet impact factor? En fait, c'est un rapport entre le nombre d'articles cités, c'est-à-dire le nombre de citations d'articles, dans les 2 dernières années, c'est-à-dire en 1998 et 1999. Donc, vous avez ici le nombre de citations des articles publiés dans la revue Nature en 98-99 est égal à 51 525. Divisé par, c'est un rapport, c'est un ratio, par le nombre d'articles publiés dans les 2 dernières années. C'est-à-dire en 98-99, il y avait 1996 articles publiés dans la revue Nature. Donc, pour calculer l'impact factor, on va diviser le nombre de citations dans les 2 dernières années, 98-99, sur le nombre d'articles publiés. Donc, on trouvera l'impact factor de cette revue, c'est 25,80. La deuxième plateforme, c'est la plateforme de SGR. On a dit que la plateforme de SGR utilise la base de données Scopus. Vous avez ici le classement. Vous voyez que le SGR utilise un autre indicateur bibliométrique, c'est ce qu'on appelle le SGR, et non pas l'impact factor.
Donc, lorsqu'on dit impact factor, c'est par rapport à Clarivate Analytics. Donc, c'est par rapport au GCA. D'accord? Pour le SGR, pour le Scopus, on a un autre indicateur bibliométrique, c'est le SGR. Et on a également un indicateur qu'on appelle le H-index. En fait, le SGR calcule également l'impact des articles, c'est-à-dire nombre d'articles publiés, nombre de citations, d'accord, dans les 3 dernières années. On va parler de H-index. On va essayer de détailler cet indicateur. Une revue qui a un indice H, elle est définie comme la valeur maximale de H, c'est-à-dire H article, d'accord, publiés dans cette revue et qui ont été cités au moins H fois. Lorsqu'on dit par exemple que cette revue a un H-index égal à 6, c'est-à-dire que cette revue, on trouve qu'il y a 6 articles qui ont été publiés au moins 6 fois. Je reviens au classement de SGR. Vous voyez par exemple ici la prestigieuse revue, Cancer Journal of Clinician, vous trouvez que le H-index est égal à 137. Ça signifie quoi, 137? Ça signifie que dans cette revue, on a au moins 137 articles qui ont été cités au moins 137 fois. Donc vous voyez, ça c'est un indicateur très important pour évaluer la notoriété de la revue. Pour faciliter l'identification des revues candidates, c'est-à-dire pour un chercheur, vous avez ce qu'on appelle les outils d'aide à décision. C'est quoi ces outils d'aide à décision? En fait, c'est des plateformes dont le chercheur va trouver des revues qui ont publié déjà des articles dans les spécialités similaires à celles de votre manuscrit. Vous allez trouver des articles similaires à votre manuscrit. Ces ressources, qu'est-ce qu'ils vont étudier? Ils vont étudier surtout le résumé de votre manuscrit. Ils vont prendre en considération la thématique, l'abstract. Ils vont vous suggérer des revues potentielles qui vont accepter votre revue. Donc, vous avez ici quelques exemples. Vous avez le Journal Finder of Elsevier. Vous avez également le Journal Suggested for Springer. Donc, c'est des bases de données. Par exemple, on va prendre le premier exemple, le Journal Finder of Elsevier. Ici, vous avez l'interface de plateforme Journal Finder de Elsevier. Il suffit de mettre dans cette case le titre de votre article, l'abstract, les mots-clés et le domaine de recherche. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure, l'exemple de choix de sujet. On a parlé d'un sujet de perturbateurs endocriniens. On a dit que notre étude, notre sujet d'article, de publication, c'est l'étude de l'effet de phtalate, les esters de phthalate et leurs métabolites, sur la fertilité masculine. Donc ça, c'est un article qui a été déjà publié. J'ai pris juste à titre d'exemple. Je vais mentionner le titre dans le paper title. Dans le paper abstract, je vais mettre mon résumé abstract. Et je précise bien sûr de keywords, les mots-clés, et le domaine de recherche. Field of Research. Field of Research, je vais choisir toxicologie. Et je clique sur Submit. Qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Vous aurez cette page. Ici, vous avez une trentaine de revues qui sont classées en fonction de quoi? C'est en fonction d'un score, ce qu'on appelle le text match score. C'est quoi le text match score? En fait, le text match score, c'est un indicateur de ressemblance entre votre article et des articles qui ont été publiés déjà dans Elsevier et publiés bien sûr dans cette revue. Par exemple, la revue Reproductive Toxicology. Quelles sont les informations que je peux tirer à partir de ce site? Vous avez d'abord le mode de publication. Vous voyez ici, vous avez le OS, le OA. Le OA, c'est quoi? C'est Open Access. D'accord? C'est le mode de publication Gold. Gold, c'est-à-dire non, c'est le Open Access. Et vous avez le S. Le S, c'est Silver. Silver, c'est-à-dire c'est le mode de publication en argent. Donc, cette revue Reproductive Toxicology, c'est une revue hybride. Qu'est-ce que ça veut dire hybride? C'est-à-dire qu'elle accepte de publier en Open Access et également en mode traditionnel. Ça, c'est très important. Un autre indicateur, vous avez le Site Score.
le site score, c'est un indicateur d'impact, d'accord, qui est spécifique à Scopus. C'est l'équivalent de l'impact factor. Donc, vous voyez ici, l'impact factor de cette revue, c'est 3,20 et le site score, c'est 5,6. Une autre information que je peux tirer à partir de ce site, c'est ce qu'on appelle le acceptance rate, le taux d'acceptation, qu'on a déjà parlé dans les critères de choix. Vous voyez que le taux d'acceptation de cette revue, il est de 27%. C'est très important dans le choix. Une autre information, c'est time to first decision. C'est le temps entre la soumission et la première décision prise par l'éditeur. Vous voyez ici que le temps est estimé à 5 semaines. C'est acceptable. C'est acceptable. 5 semaines, c'est acceptable pour entre la soumission et la première décision. Un autre délai, c'est le time to publication. C'est le délai entre l'acceptation et l'apparition de votre article en ligne ou dans un numéro. Donc, vous voyez que le temps est estimé à 3 semaines. La même chose pour la deuxième revue, toxicologie. Vous trouvez les mêmes informations, le mode de publication, OA, Open Access or Silver. Vous avez également le Text Match Score. Vous avez le Site Score, Impact Factor, le Acceptance Rate, Time to First Decision et Time to Publication. Donc, vous voyez que ces informations sont très importantes dans le choix de la revue. Troisième étape, une fois le chercheur il a repéré ses revues, c'est-à-dire les revues candidates et les revues cibles, on a dit que pour un chercheur algérien, il est primordial, il est important de vérifier si les revues cibles, les revues candidates choisies, figurent dans la liste arrêtée, acceptée par la DGRSDT. Donc, vous pouvez vérifier ça sur le site de la DGRSDT. Vous trouvez une catégorisation des revues scientifiques. La dernière édition, c'est l'édition de l'année 2019. Et également, il faut vérifier la liste des revues prédatrices et des éditeurs prédateurs. C'est très important de vérifier ça. Sinon, votre article, même publié, ne sera pas accepté. Et vous n'aurez pas l'accès à la soutenance. C'est très important pour les doctorants. Il faut vérifier est-ce que la revue elle est acceptée et dans quelle catégorie, A+, A ou classe B. Et également, vérifier si cette revue ou les revues cibles choisies ne figurent pas sur la liste noire des revues prédatrices. Docteur Gouri, Oui? je pense que vous avez largement dépassé votre temps. Oui, j'ai dépassé le temps. Oui. Donc, on vous ajoute encore 5 minutes. 5 minutes, je vais parler brièvement sur les critères de l'authorship et je vais essayer de discuter avec plus de détails dans la troisième partie. Voilà, on laissera ça aux discussions. Très bien. Très bien, merci. Donc, faire attention aux revues prédatrices ou les éditeurs prédateurs. En fait, les éditeurs prédateurs ou les revues prédatrices, c'est des revues qui utilisent le modèle Open Access, où l'auteur paye les frais de publication, mais malheureusement, ces revues n'assurent aucun travail de révision ou d'édition. C'est-à-dire votre article il va être publié tel qu'il est, sans correction, sans révision, sans édition. Pourquoi? Parce que l'objectif principal de ces revues, c'est quoi? Bien sûr, c'est de gagner de l'argent. Il n'y a pas un but scientifique au but de publication. Comment repérer une revue prédatrice? Généralement, les revues prédatrices envoient des invitations par mail aux chercheurs et on trouve ces mails généralement dans la section spam. Les revues prédatrices publient extrêmement rapide l'article scientifique, entre 4 et 10 jours. Pourquoi? Parce qu'ils n'assurent aucun travail de révision ni de correction. Les frais de publication ils sont modestes, généralement inférieurs à $50. On trouve également des fautes d'orthographe et de grammaire, soit dans le site, soit dans les articles déjà publiés dans des revues. Ici, j'ai pris un exemple d'un mail que j'ai reçu personnellement d'une revue prédatrice qui me sollicite pour se mettre un papier dans une de publication. Souvent, dans ce genre de mail, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Vous remarquez que la revue, elle essaie de vanter la réputation mondiale. Toujours, c'est International Journal, American Journal, British Journal. Donc, ils vont vanter la réputation mondiale. Deuxième indicateur, ils vont essayer de flatter l'auteur. Flatter l'auteur pour dire que son travail est intéressant, il mérite d'être publié dans une revue internationale, etc.
Et également, une troisième manière, une troisième tendance, c'est d'inciter l'auteur à rejoindre la revue en tant que reviewer ou en tant que membre de comité de rédaction. Ça, c'est un exemple de mail envoyé par des revues prédatrices. Comment repérer les revues prédatrices? Vous avez également l'indexation. Il faut vérifier toujours sur les bases de données, est-ce que cette revue est indexée sur PubMed, sur Web of Science, sur Scopus, etc. Vérifiez la composition du comité de rédaction. Et souvent, vous trouvez des membres fictifs ou des professeurs ou des lauréats de prix Nobel qui ont été cités dans les comités de rédaction sans leur autorisation. Et aussi, il faut vérifier le processus éditorial de révision. Généralement, les revues prédatrices n'assurent aucun travail d'édition ou de révision.